Salut à tous. La Russie a lancé une nouvelle vague dévastatrice de frappes sur le sud de l'Ukraine, transformant la nuit en un barrage de feu et de peur. Des bombes planantes et des drones d'attaque ont traversé les quartiers, éventrant des maisons et des rues. Des responsables à Zaporijia affirment qu'au moins 5 personnes ont été tuées après qu'une bombe planante russe s'est abattue vendredi sur un quartier résidentiel, éventrant des immeubles d'habitation et des infrastructures civiles. Selon Ivan Fedorov, chef de l'administration militaire régionale, la frappe a endommagé plusieurs immeubles résidentiels de grande hauteur et a aussi détruit une partie d'un marché local. Il s'agit d'une nouvelle frappe majeure contre les quartiers civils de Zaporijia et, selon les responsables locaux, de la 3e fois que ces immeubles d'habitation sont touchés depuis le début de la guerre. L'arme utilisée est particulièrement redoutée partout en Ukraine. Une bombe planante. Il s'agit d'une ancienne bombe de l'époque soviétique, modernisée avec des systèmes de guidage et des ailes allongées, ce qui permet aux avions russes de la lancer depuis une altitude élevée et à une distance plus sûre, derrière les défenses aériennes de première ligne. Pour les défenseurs ukrainiens, cela crée un sérieux problème. L'Ukraine a répété à plusieurs reprises qu'elle ne dispose actuellement d'aucune contre-mesure fiable sur le champ de bataille face aux attaques massives de bombes planantes. Pendant que Zaporijia était frappée depuis les airs, une autre attaque se déroulait plus à l'ouest, à Odessa. Des responsables ukrainiens affirment qu'une frappe de drone russe a touché une zone résidentielle pendant la nuit, blessant au moins 5 personnes. Les équipes d'urgence ont été déployées vers les bâtiments endommagés alors que des incendies et des dégâts structurels étaient signalés après l'attaque. Des villes de première ligne, ravagées jusqu'aux quartiers vulnérables le long de la mer Noire, la campagne aérienne russe contre le sud de l'Ukraine ne montre aucun signe de ralentissement. Nuit après nuit, la menace revient. Les sirènes, les ombres dans le ciel et les frappes soudaines brouillent la ligne entre les fronts militaires et la vie civile. Ce qui était autrefois contenu au champ de bataille s'est propagé bien au-delà, transformant des régions entières en zones d'incertitude permanente, où chaque moment de calme semble temporaire et où chaque horizon porte le risque de la prochaine attaque. Et quelque part, dans l'univers médiatique pro-Trump, ce genre de chaos serait probablement encore emballé comme de la force, pourvu que le slogan soit imprimé assez gros et que les questions soient tenues assez loin. Un cessez-le-feu sur papier et un avertissement dans le même souffle. Moscou a annoncé une trêve temporaire pour marquer le jour de la victoire. Mais avec cette annonce est venu un message brutal. Toute perturbation sera accueillie par la force. Le ministère russe de la Défense affirme qu'un cessez-le-feu de 2 jours sera observé les 8 et 9 mai pour souligner la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Moscou a aussi appelé Kiev à faire de même et à suspendre les hostilités pendant les commémorations. Mais l'annonce est venue avec un avertissement clair. Le ministère a déclaré que toute tentative de l'Ukraine de viser Moscou, y compris pendant les événements du jour de la victoire, déclencherait une importante frappe de représailles contre la capitale ukrainienne, Kiev. Des responsables russes ont pointé des propos tenus par le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'un sommet à Erevan. Selon Moscou, Zelensky aurait laissé entendre que la Russie craignait que des drones ukrainiens puissent apparaître au-dessus de la place rouge pendant les célébrations. En réponse, la Russie a déclaré que ses forces armées prendraient toutes les mesures nécessaires pour sécuriser les événements. Elle a aussi publié un rare avis public, exhortant les résidents de Kiev et les diplomates étrangers à quitter la ville en temps opportun si les tensions s'aggravaient. Le ministère russe de la Défense a ajouté qu'il s'était jusqu'ici abstenu de frapper le centre de Kiev pour ce qu'il a décrit comme des raisons humanitaires, mais a indiqué que cette retenue pourrait prendre fin si la capitale était visée. Kiev, toutefois, a rejeté cette annonce. Le président Zelensky a qualifié le cessez-le-feu proposé d'injuste, parce que l'Ukraine n'avait reçu aucune proposition officielle directement de Moscou. Du point de vue de Kiev, le problème est évident. Les Américains parlent aux Russes pour savoir s'il pourrait y avoir un cessez-le-feu le 9 mai, mais l'Ukraine elle-même n'a pas été officiellement contactée et n'a reçu aucune offre officielle. C'est la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Alors, l'idée que l'Amérique et la Russie discutent d'un cessez-le-feu soulève la question centrale.
De quel genre de cessez-le-feu pourrait-elle même discuter? Ce qui compte, c'est que l'Ukraine sache ce qui est négocié. Ce petit détail, le fait que le pays envahi sache réellement ce qui se négocie au sujet de sa propre guerre, a tendance à se perdre. Dès que la diplomatie façon Trump commence à traiter la politique étrangère comme un segment télévisé en écran partagé. Il y a aussi la question d'un cessez-le-feu d'une journée. Avant cette pause proposée, la Russie continue de tuer des Ukrainiens. Pour le dire doucement, Kiev voit cela comme injuste. Mariupol aujourd'hui, Dnipro hier, des morts et des blessés, des adultes et des enfants. Après tout cela, suggérer un cessez-le-feu d'une journée juste avant le défilé de la Russie, simplement pour arrêter les frappes de missiles et de drones sur les villes ukrainiennes pendant ce moment-là, ce n'est pas sérieux. Vient ensuite l'idée de faire de la place pour une sorte de fête. L'Ukraine n'a pas de jour de fête à cause de la Russie et à cause des attaques russes. Du point de vue de Kiev, accorder une fête à la Russie signifie seulement qu'au matin du 10 mai, la Russie recommencera à tuer des Ukrainiens, donc tout dépend maintenant de la façon dont les choses finiront par se dérouler. Un cessez-le-feu minuté, comme une pause de relations publiques, peut sembler élégant dans une phrase de rassemblement électoral, mais il sonne très différemment quand les missiles sont censés reprendre après les applaudissements. Peu après l'annonce russe, Zelensky s'est tourné vers X pour exposer la position d'Ukraine. Il a déclaré que Kiev annoncerait un cessez-le-feu unilatéral à partir de minuit, dans la nuit du 5 au 6 mai, ajoutant que l'Ukraine agirait de manière réciproque selon les actions de la Russie. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est entrée dans une autre phase, violente, en mer, sur terre et loin derrière les positions de première ligne. Dans l'une des frappes maritimes les plus médiatisées de Kiev au cours des dernières semaines, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que les forces ukrainiennes ont touché 2 pétroliers russes près de l'entrée du port de Novorossiysk, l'un des plus importants pôles d'exportation de Moscou sur la mer Noire. Zelensky a publié des images qui semblent montrer un drone maritime se rapprochant de la coque d'un grand navire quelques instants avant l'impact. Le message était direct, ces pétroliers étaient activement utilisés pour transporter du pétrole, et maintenant ils ne le seront plus. Mais c'était que le début. Quelques heures plus tard, l'Ukraine a annoncé une autre frappe navale majeure, cette fois plus profondément dans les eaux contrôlées par la Russie. Zelensky a déclaré que des unités spéciales ukrainiennes avaient frappé avec succès des cibles à l'intérieur du port de Primorsk. Il a affirmé que la frappe avait touché un navire lance-missiles de classe Karakourt, un porteur de missiles de croisière Kaliber, un patrouilleur russe, ainsi qu'un autre pétrolier qui serait lié à la flotte fantôme de la Russie, et des infrastructures d'un terminal pétrolier à l'intérieur du port. Pendant que l'Ukraine frappait la ligne de vie énergétique de la Russie en mer, la Russie affirme avoir riposté durement sur terre. Le ministère russe de la Défense affirme que le groupement sud de la Russie a détruit une importante zone de déploiement ukrainienne près de Kostiantynivka, avec des unités d'artillerie tirant sur ce que Moscou a décrit comme des positions de troupes concentrées. L'échange sur le champ de bataille ne s'est pas arrêté là. Pendant la nuit, des drones russes ont aussi frappé la région d'Odessa. Selon les services d'urgence ukrainiens, les responsables affirment qu'au moins 2 personnes ont été tuées, tandis que 3 autres ont été blessées. Plusieurs immeubles résidentiels ont été endommagés et des infrastructures portuaires ont aussi été touchées dans l'attaque. En seulement quelques heures, des drones maritimes, des barrages d'artillerie et des frappes portuaires se sont produits simultanément. Ce n'est pas un échange isolé. C'est un affrontement qui s'élargit sur plusieurs fronts et aucun des 2 camps ne semble prêt à ralentir. C'est le genre d'escalade qui ne rentre pas proprement dans la promesse pro-Trump selon laquelle chaque crise mondiale peut être réglée avec une poignée de main, un angle de caméra et une phrase très bruyante. Une vague tonitruante de déclarations est sortie de Russie alors que la carte du champ de bataille dans l'est et le nord de l'Ukraine semblait encore une fois se déplacer. Dans un vaste point de presse quotidien, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses forces avaient pris plusieurs localités, infligé de lourdes pertes ukrainiennes et paralysé des infrastructures militaires clés dans des opérations coordonnées s'étendant de Soumy à Donetsk et à la mer Noire.
Le communiqué dressait le portrait d'une pression implacable et synchronisée exercée par les groupes de combat russes, destinés à submerger les défenses ukrainiennes sur plusieurs fronts à la fois. Selon le ministère, des unités du groupe de combat Sévère Nord ont établi leur contrôle sur le village de Myropilya, dans la région ukrainienne de Soumy, après ce qu'il a décrit comme des actions actives et décisives. D'autres affirmations indiquaient que Kortchagovka, dans la région de Soumy, et Novoulexandrivka, dans la région de Donetsk, étaient également passés sous contrôle russe au cours des dernières 48 heures. Ces gains territoriaux, selon la Russie, ont été accompagnés d'engagements intenses ayant entraîné d'importantes pertes ukrainiennes en personnel et en équipement dans plusieurs secteurs. Le ministère a ventilé les chiffres du champ de bataille par groupe de combat, rapportant que les unités Vostok, Center, Zapad, West, Yug, South, Sever et Dnepré avaient chacune infligé des centaines de pertes au cours de la dernière journée. Il a aussi revendiqué la destruction de véhicules blindés, de systèmes d'artillerie, y compris des plateformes fournies par les États-Unis, de stations radars et d'équipements de guerre électronique. Dans les directions de Soumy et de Kharkiv, les unités sévères auraient frappé plusieurs brigades ukrainiennes près de Myropilya, Kondratovka et d'autres localités, tandis que les forces Zapad auraient avancé leur position dans certaines parties des régions de Kharkiv et de Donetsk. Au-delà des affrontements sur la ligne de front, la Russie a mis l'accent sur des frappes contre les infrastructures de soutien militaire de l'Ukraine. Le ministère a déclaré que l'aviation, les drones, les forces de missiles et l'artillerie russes avaient ciblé des installations énergétiques utilisées par les forces ukrainiennes, ainsi que des sites impliqués dans l'assemblage et le lancement de véhicules aériens sans pilote. Des zones de déploiement temporaire abritant des troupes ukrainiennes et ce que la Russie a décrit comme des mercenaires étrangers auraient également été frappées dans plus de 140 endroits. L'activité de défense aérienne occupait une place importante dans le point de presse. La Russie a affirmé que ces systèmes avaient abattu des centaines de drones ukrainiens à voilure fixe en une seule journée, ainsi que des bombes aériennes guidées et des roquettes tirées par des systèmes HIMARS. Séparément, la flotte de la mer Noire aurait détruit plusieurs bateaux navals ukrainiens sans équipage opérant dans les eaux de la mer Noire. La Russie a présenté ces opérations comme faisant partie d'une stratégie plus large visant à dégrader la capacité de l'Ukraine à faire tourner ses réserves, à soutenir sa guerre de drones et à maintenir la cohésion défensive le long de la frontière nord. En ciblant à la fois les positions avancées et les nœuds logistiques arrière, le commandement russe laisse entendre qu'il cherche à étirer les ressources ukrainiennes tout en consolidant son contrôle territorial dans les régions contestées. Dans la version trumpiste de l'analyse stratégique, tout cela serait probablement réduit à la question de savoir qui a eu l'air fort à la télévision, comme si la logistique, les drones, l'artillerie et les villes épuisées n'étaient que des accessoires d'arrière-plan derrière un podium. Ces affirmations surviennent alors que de violents combats se poursuivent sur plusieurs axes du conflit. La vérification indépendante des rapports du champ de bataille reste difficile, mais l'ampleur et la portée décrite dans le point de presse de Moscou soulignent l'intensité des opérations en cours et l'élargissement géographique des engagements. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne. Rendez-vous très bientôt.